Situé à 20 km de Korogo, son chef-lieu de département, Koni est connu grâce à l'exploitation du fer. Une exploitation qui s'est faite de façon artisanale. D'abord, la mine, où des interdits sont scrupuleusement observés. Pas de bruit, on ne siffle pas en ces lieux et aucune présence féminine. Le minerai nettoyé est transporté au village. Intervient la fonte des boulettes. 400 au total. Du feu dans le haut fourneau. Le produit obtenu, rendu en poudre, est chauffé et à la forge pour disposer du fer tant convoité. Là, on a été à la mine. C'est le seul mine qui a été servi en bonne meilleure minerai dans le nord. Bon, les touristes, ils viennent comme vous venez aussi pour visiter comment l'Africain, il fabrique, il fonde le fer. Le travail du fer se transmet de génération en génération. L'importance de cette caste dans la société traditionnelle. J'ai commencé le métier forgeron à l'âge de 6 ans. Je viens avec tous les frères, on vient aider l'homme à travers tout le travail qu'il faut. Il nous a montré aussi comment il faut adorer. De la mine, il y a adoration de poulet. Ici, au fourneau, il y a adoration. À la forge aussi, il y a adoration de poulet. Lorsqu'on obtient le lumière de fer, si ce n'est pas une bonne méthode, on le sait. Puisqu'on le lave pour voir si c'est le bon fer, il y a un goût. Si ce n'est pas le bon fer, on le sait aussi. Le sous-préfet de la localité invite le tout Koni à mettre tout en œuvre pour la promotion de ce potentiel touristique. Le responsable de ce centre artisanal est régulièrement invité hors de notre pays, en France comme au Burkina, s'appuyer sur son carnet d'adresse afin qu'on puisse relancer cette activité qui, depuis un certain temps, a vraiment pris du plomb dans l'aile. Toucher des ONG, des ambassades, pour leur montrer ce site dont le processus est vraiment très intéressant. Peuplé de près de 3000 âmes, Koni est érigé en chef-lieu de sous-préfecture le 31 janvier 2014. Paroles fortes basées sur la thématique de la lutte contre la vente illicite des terres, un fléau à la base des conflits fonciers très récurrents dans la région du Tonkoué. C'est donc autour de ce thème que la Fondation Koblé des Mandés du Sud a entretenu une cinquantaine d'enfants pendant une semaine. À travers la peinture, la chanson, la danse, l'initiation aux instruments de musique. Un atelier de vacances récréatif et instructif pour participants et participantes. C'est la musique que je voulais apprendre. C'est ça qu'on est venu faire. C'était bon, c'était plutôt bon. Pour les initiateurs, il faut dès le bas âge inculquer aux enfants des valeurs de protection des terres pour assurer la relève. Si nos aïeux avaient vendu la terre, est-ce que nous en aurions eu à notre tour? En choisissant ce thème-là, nous ferions en sorte à sensibiliser les plus jeunes. Partant de là, en grandissant, s'ils mûrissent l'idée, demain, c'est eux qui seront un peu les artisans, je ne dirais pas les prophètes, mais les artisans, pour sensibiliser encore davantage les gens sur les menaces, sur les conséquences désastreuses des ventes des terres. Cet atelier de vacances est une première pour la Fondation Koblé. Les autorités administratives, les élus et les parents venus prendre part aux cérémonies de vernissage des travaux de peinture et d'initiation au maniement des instruments de musique apprécient cette belle initiative. Ils ont même promis soutenir la Fondation pour les prochaines éditions afin qu'un plus grand nombre d'enfants y prennent part. Après son succès au match aller, la Côte d'Ivoire déjoue sur ses propres installations face à une équipe revancharde des Panthères du Gabon. Au coup d'envoi, les éléphants semblent prendre le contrôle du match, mais se font surprendre après 20 minutes de jeu par Axel Ndong, qui ouvre la voie du succès pour le Gabon. Décomplexés, les Panthères
double la mise à la demi-heure de jeu sur un chef-d'œuvre de Mario Lemina. La réduction du score arrive au retour des vestiaires par Maxwell Cornet. La suite du match est à sens unique en faveur des éléphants, mais le score n'évoluera plus. 2-1, la Côte d'Ivoire réalise une mauvaise opération. L'équipe ivoirienne de tchoukball revient d'une expédition taïwanaise avec une médaille de bronze en phase finale du championnat du monde. Une somme d'expérience que les responsables de la fédération ont bien voulu partager avec la presse. C'est un pays asiatique qui ignorait la présence de la Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte, nous avons gagné la Nouvelle-Zélande et le Népal et enfin la Corée. Nous étions fiers de battre la Corée parce que c'était une équipe dynamique, mais nous l'avons battue pour montrer que nous existons. Méconnus du grand public ivoirien, les dirigeants du tchoukball entendent promouvoir cette discipline à travers les établissements scolaires et universitaires. Mélange du handball et du volleyball, le tchoukball se pratique en salle comme sur des plages avec 2 équipes de 7. Le principe de ce sport est de marquer des points en faisant rebondir le ballon dans le cadre disposé à chaque extrémité du terrain de sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Créé en 1960 en Suisse, le tchoukball revendique à ce jour 54 fédérations à travers le monde et 10 pays en Afrique. Le 5 septembre 1871, l'explorateur allemand Karl Marx atteignait enfin le but de son voyage. Les ruines de Zimbabwe s'étendaient sous ses yeux, un mur en bloc de granit taillé atteignant presque 20 pieds de haut. Les Européens espéraient trouver de l'or en Afrique, mais ils découvrirent des trésors d'une nature toute différente. Des vestiges d'anciennes civilisations, parmi lesquelles les mystérieuses ruines du Zimbabwe, la civilisation perdue du Grand Zimbabwe. De l'océan Indien à l'Angola, un grand nombre de sites africains comportant des constructions en pierre ont été découverts et recensés sur le plateau compris entre le Zambèze et le Limpopo. Afin d'éviter toute confusion, on appelle aussi Grand Zimbabwe le site découvert par Marsh en 1871, le plus grand de tous. Les ruines monumentales de Grand Zimbabwe, révélatrices d'une civilisation élaborée, ont fasciné et intrigué les Européens qui les ont découvertes, croyant parfois contempler celles du royaume de la reine de Saba ou des mines du roi Salomon mentionnées par la Bible. Cette idée remontait au XVIe siècle, au temps où les Portugais établirent leur premier comptoir sur la côte du Mozambique. Les savants déclenchèrent à la fin du XIXe siècle une sorte de ruée vers ces sites. Des aventuriers avides d'or pillaient et saccagèrent les ruines et les installations antiques. L'architecture de Zimbabwe ne recelait pas d'éléments extra-africains, pas de traces de style européen ou oriental. L'ensemble des puissantes bâtisses, le célèbre temple elliptique, l'acropole, les ruines de la vallée, les fortifications, les constructions culturelles et résidentielles sont d'inspiration purement africaine. Malheureusement, il n'y a pas une seule inscription à Zimbabwe, mais on y trouva, à côté des objets africains, un certain nombre d'ustensiles et d'œuvres d'art importés des Indes et d'Asie orientale. Comme ces objets se trouvaient insérés dans les différentes couches, il a été possible de déterminer l'époque de la construction de toute la ville. Quand les Portugais prennent pied sur la côte africaine de l'océan Indien, au XVIe siècle, Grand Zimbabwe est déjà entré en décadence, au bénéfice du royaume voisin du Monomotapa. Au milieu du XVe siècle, le Monomotapa en vient à s'étendre sur les États actuels du Zimbabwe et du sud du Mozambique. Grand Zimbabwe tombe peu à peu dans l'oubli. Le cœur politique et commercial de la région se déplace vers le sud et l'ouest. En peu de temps, les Portugais s'approprient l'exploitation des mines d'or et le commerce de la région, tout en tentant de christianiser les habitants. À la fin du XVIIe siècle, ils sont toutefois expulsés par le Shangami, souverain de région du sud, qui ont fait sécession contre le Monomotapa. C'est à la civilisation bantou des Shona que l'on doit les ruines de Grand Zimbabwe. Zimbabwe signifierait « coup du roi » en Shona. La ville connaît son apogée entre le XIe et le XVe siècle, peu après la migration des populations bantoues vers le sud. Sa population pouvait atteindre 10 000 à 20 000 habitants. Elle commerce avec l'extrême-orient par l'intermédiaire des ports arabo-swahili de la côte orientale de l'Afrique. Les importants gisements d'or qui entourent la ville, mais également l'ivoire, fournissent des monnaies d'échange pour commercer avec les Arabes installés dans les ports de Kiloa ou Sofala.
Les fouilles archéologiques ont mis à jour des perles en provenance d'Orient, des objets en cuivre et des bijoux en or. Elles donnent à penser que les souverains du Grand Zimbabwe étaient amateurs de perles, de verre indiennes et de soieries chinoises. Le royaume du Grand Zimbabwe s'étend sur des territoires appartenant aujourd'hui à 4 États différents, le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique et le Malawi.